Ok, donc on va commencer ce tutoriel sur l'organisation des fichiers dans une hiérarchie de fichiers Linux. Linux, et c'est valable aussi pour Unix. Alors la première chose à savoir, c'est que il existe plusieurs distributions, donc plusieurs façons de voir les choses, et que malgré le fait que tous les systèmes Linux, Unix s'inspirent de la même norme, je dis bien s'inspirent, il y a des adaptations qui sont faites en fonction des choix stratégiques des distributions respectives. Donc, cette norme auquel s'inspirent les distributions Linux et Unix, c'est la norme FHS. Voilà, alors j'ai mis un petit lien ici. Et là j'ai fait un petit schéma qui peut vous permettre de visualiser dans votre tête le principe. Donc il s'agit d'un arbre hiérarchique. Donc là il s'agit bien, quand vous vous trouvez dans votre console par exemple, de lire des fichiers. Donc tous ces fichiers sont organisés, sont rangés, sont liés entre eux par des nœuds. Donc par exemple, quand vous êtes dans votre répertoire utilisateur, donc pour moi par exemple c'est home/jrom ici, eh bien je suis dans un nœud. Je suis dans un répertoire évidemment, mais je suis sur un nœud. Et donc home/jrom a des descendants, par exemple home/jrom.config qui est un répertoire, home/jrom document qui est aussi un répertoire, mais il a aussi un parent, et il n'a qu'un seul parent. Donc c'est home. Home a lui-même un autre parent, c'est la racine. Mais intrinsèquement, déjà dans le nom de home/jrom, je vois déjà le nom du parent et le nom des parents. Voilà, puisque c'est une adresse dite absolue. Voilà. La différence entre une adresse absolue et une adresse relative, c'est comme si par exemple, dans la vie de tous les jours, par analogie, si quelqu'un me demande son chemin, si je donne une adresse absolue, je vais donner l'adresse par exemple, s'il me dit oui, où se trouve la CAF à Nice, je vais dire voilà 52, où se trouve l'URSSAF à Nice, je vais dire 52 boulevard avenue de la Californie. Peut-être une connerie, je crois que c'est 52, je suis pas sûr. Ça c'est une adresse absolue. Si je lui dis vous allez tout droit, vous tournez à la deuxième à gauche, ça c'est une adresse relative. Voilà, pour faire une analogie. Donc quand je marque home/jrom, c'est l'adresse absolue de mon répertoire utilisateur jrom. Et si je suis dedans, sur l'adresse relative, ce sera point. Voilà. Si je suis dans home/jrom config, l'adresse relative de home/jrom, ce sera point. Et l'adresse relative de home, ce sera point. Voilà. Depuis home/jrom, l'adresse relative de home/jrom config, ce sera .config / par exemple. Vous voyez, son adresse absolue, ce sera toujours /home/jrom /.config. Voilà, donc l'organisation des répertoires se fait par ordre hiérarchique sur une structure d'arbre, un arbre hiérarchique. Il faut savoir qu'un répertoire est un fichier, puisque sous Linux ou Unix, tout est fichier, absolument tout. Donc c'est le concept de base qui est très différent par rapport à Windows par exemple, c'est qu'ici tout est fichier. Un répertoire est un fichier. Spécial certes, mais c'est un fichier. Alors, je vais un peu montrer ce qu'on a fait. Donc là pour l'instant, je suis dans mon répertoire utilisateur. Donc comme quand j'ouvre une console par défaut, je me mets dans mon répertoire utilisateur. Si je fais la liste de ce qui contient, voilà la liste de ce qui contient et de ce qui est visible, de manière plus détaillée, et avec les fichiers cachés. D'accord? Sans le détail. Voilà. Donc tout ce qui commence par un point est un fichier caché. Et là quand je mets l'option A, je vois aussi donc ici point et point. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais cd point, qu'est-ce qui se passe? Si je fais cd point, je vais dans le répertoire parent. Comme c'est un arbre hiérarchique
il n'y a qu'un seul parent. Il peut y avoir plusieurs enfants, mais il n'y a qu'un seul parent. Voilà. Donc là, en l'occurrence, le parent de Jérôme, c'est homme. Donc quand j'ai fait cd point point, je suis allé sur le parent. Donc dans tous les répertoires, il y a ce point point. C'est une adresse relative qui veut dire qui permet d'indiquer d'aller un nœud en arrière, d'aller chez le parent. Voilà. Par contre, point, bah, c'est ici. C'est l'adresse relative traduit en langage français, ça veut dire ici. Ramène-moi ici. Donc c'est pour pouvoir recommencer, par exemple, si je veux faire une commande avec une adresse relative, bah, l'adresse relative en partant d'ici. Donc si mon repère initial de mon adresse relative c'est ici, bah, je commencerai mon adresse relative par point. Point, 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 ça revient à point, point. Point ici, et puis Jérôme. Vous voyez, ce qui reviendrait finalement à cette commande-là. Voilà. Ok. Pour aller dans mon répertoire courant d'utilisateurs connectés, je peux aussi très bien faire ça. Qui est en quelque sorte un alias vers une adresse absolue pour l'utilisateur connecté. Enfin le sigle tilde, celui-là. Ok, qui est que vous obtenez en faisant la touche Alt graphique 2. Voilà, très bien. Donc, on voit bien que on se balade dans une hiérarchie. Si je vais à la racine de toute cette hiérarchie, donc c'est slash, court, eh bien j'ai un certain nombre de répertoires, de fichiers de type répertoire. Donc. Là on voit toujours ce point et ce point point, sachant que root n'a pas de... Il n'y a pas possibilité d'aller avant. Root n'a pas de parent, c'est le parent initial, c'est le point 0 de la hiérarchie de fichiers, de liens de fichiers. Donc on voit qu'il y a beaucoup de fichiers spéciaux, enfin ce sont des fichiers répertoires ici. Certains sont des liens symboliques vers d'autres répertoires. Ok. Alors ça sera pas comme ça partout. Moi j'ai installé sur une machine virtuelle une distribution qui s'appelle Swag Arch, qui est à base de Arch Linux. C'est pas Arch Linux, ça peut faire Linux, mais il utilise certains principes de base d'Arch Linux. Et notamment cette distribution Arch Linux, enfin cette distribution basée sur Arch Linux utilise le système KISS, Keep It Stupid Simple, et qui tente à vouloir simplifier beaucoup de choses, c'est-à-dire que tout ce qui serait dans bin se retrouve lié à USR bin, tout ce qui est dans lib se retrouve lié à USR lib, etc. Voilà, donc on va voir les implications que ça a plus tard. Il y a d'autres choses aussi qui sont ajoutées au standard. Moi, ce que je vous conseille de faire, si ça vous intéresse un peu plus, c'est d'aller ici sur le lien que je vous ai mis. D'accord, je laisse un petit moment pour que vous puissiez voir et le noter. Que vous alliez sur ce lien pour télécharger ce fichier PDF qui est la norme FHS. Donc après vous verrez bien que les distributions Linux s'inspirent de cette norme FHS, mais n'y collent pas absolument à 100%. Elles s'y inspirent. Et il y a des tolérances sur certaines choses. Par exemple, dans /bin, en principe, il n'y a pas de sous-répertoire. /bin ne devrait pas avoir de sous-répertoire. Voilà. Il n'est pas dit que /bin ne doit pas être lié quelque part. Donc là, en l'occurrence, il est lié quelque part. Donc là où il y a peut-être des manques de précision, ben ça a été exploité par les distributions, etc. Donc tous les fichiers sont liés à une hiérarchie dite arborescente. En arborescence, donc arborescent. En rapport avec la liaison racinaire d'un arbre, dont la racine initiale unique serait le sigle slash, qu'on appelle aussi root. Non pas l'utilisateur root, mais root la racine. Parce que la traduction root c'est racine. Donc une organisation normée permet aux utilisateurs de savoir aussi où chercher en fonction de la nature de ce qu'ils cherchent.
Aussi, chaque distribution a ses dérivés en termes d'organisation, mais le principe de base et la norme restent identiques. C'est-à-dire que quand même, quand vous allez rechercher un type de fichier, suivant sa nature et son utilité, il se retrouvera quasiment au même endroit. Il n'y aura pas 36 000, des fois il y a 2 ou 3 endroits possibles, mais c'est tout quoi, ça va pas plus loin que ça. Alors ensuite, bin est le lieu où les binaires d'application du système sont présents. Chaque distribution a sa façon de voir les choses et il est fréquent que ces répertoires soient en fait liés symboliquement à un autre, USR bin, comme c'est le cas chez nous par exemple. Un binaire est un fichier écrit en langage machine, c'est souvent une application, il est compilé depuis un code source vers le langage du processeur. Alors pas toujours. En principe, initialement c'est ça, puisqu'on parle de binaire, donc quand on parle de binaire, on parle fatalement de fichiers compilés. On dit un binaire parce que c'est une suite de 0 et de 1 que la machine peut interpréter, que le processeur va pouvoir directement lire. En réalité, maintenant, il y a des dérives, c'est-à-dire que dans le répertoire /bin, on peut trouver aussi des scripts. Mais de manière générale, le concept qui a été gardé, c'est-à-dire que dans le répertoire binaire, on ne met que des applications. C'est-à-dire que des fichiers qui lancent des applications en fin de compte. Ça peut être des binaires, ça peut être des script shell, ça peut être n'importe quoi qui lance une application. Voilà. Généralement, il se trouve que ce sont des scripts tout simplement parce que la distribution de base est installée avec une convention de script. Par exemple sur BSD c'est CSH, TCSH, et sur Linux ça sera très souvent Bash. Voilà. Pour pas dire tout le temps peut-être. Je ne sais pas si c'est tout le temps Bash, mais très souvent. Voilà. Donc dans ce répertoire /bin qui est lié donc à USR bin, qu'est-ce qu'on voit? Mais on voit pas mal de choses. D'accord. Certains sont des liens symboliques, vous voyez, accept est renvoyé vers CUPS accept, et sinon d'autres sont des fichiers. La plupart. D'accord. Donc, si on montre le contenu d'un de ces fichiers, par exemple, on voit que c'est illisible. Alors celui-là, par exemple, il y a de grandes chances que ce soit probablement un fichier binaire, puisqu'on n'a pas à le lire. D'accord. D'autres seront des fichiers script tout à fait lisibles. Alors j'ai pas d'exemple comme ça à vous donner de suite, il faudrait chercher un petit peu, mais certains ne sont pas tous, certains sont des scripts, ils sont pas tous exactement des binaires. Donc, mais on s'attend de toute façon à ce qu'il y ait des applications. À l'origine, dans /bin, et c'est encore le cas dans certaines distributions, dans /bin, il n'y aurait que des applications qui sont nécessaires au fonctionnement du système, ou du moins de la distribution. Voilà. Et donc, dans USR bin, ce serait des applications rajoutées qui ne sont pas nécessaires au système. Là, en l'occurrence, tout est dans USR bin. Comme ça simplifie les choses. Voilà. Dans le répertoire /boot, c'est l'emplacement où le système va démarrer. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous expliquer ça? Quand l'ordinateur est allumé, il y a sur la carte mère, il y a une puce qui contient un petit programme qui s'appelle le BIOS, et dans lequel vous pouvez rentrer au démarrage avec une combinaison de touches suivant votre carte mère. Et dans ce BIOS, en fin de compte, il va amorcer, suivant comment il est configuré, si c'est du MBR ou de l'EFI, il va démarrer une partition qui est étiquetée, on va dire, à cet effet et formatée à cet effet. Donc par exemple, dans /boot/EFI, moi j'ai monté sur une machine virtuelle, mais je l'ai configuré en EFI. Donc quand il démarre, il va chercher un système de fichiers formaté en FAT32, qui soit en mode ESP.
Et donc, celui-ci est monté dans mon arbre hiérarchique, celui-ci est monté sur boot EFI. Voilà. Mais de manière générale, boot, c'est ce qui contient tout ce qui a trait au démarrage du système. C'est-à-dire avant même que le système démarre, avant même que la distribution démarre, un système est lancé. Un bootloader, bon ici chez moi c'est Grub, mais il y en a d'autres, va interroger l'utilisateur qui est derrière son écran pour savoir qu'est-ce qu'il veut, s'il y a plusieurs choix, s'il y a le choix entre plusieurs systèmes à démarrer ou plusieurs noyaux. Vous pourrez très bien faire multi-boot avec un Windows, un OS X, un Linux, un BSD. Voilà. Donc il va falloir que vous fassiez un choix démarrage. C'est dans le répertoire boot que tout ça est configuré. Et c'est dans le répertoire boot que vous allez trouver les configurations de l'application du bootloader. Toujours. Dans les systèmes Unix et Linux, ce sera toujours là que vous trouverez cela. Alors c'est bien une convention, ça aurait pu être tout à fait autrement, vous pouvez faire les choses tout à fait différemment, mais vous allez vous perdre dans un dédale de complexité. Des conventions permettent finalement de travailler avec les autres, ça permet aussi d'avoir des informations qui sont cohérentes, adaptées à votre situation, puisque si tout le monde a une situation qui est... Eh bien on parle tous de la même chose plus ou moins. Ce sont des repères en fin de compte. Voilà. Donc, ensuite, alors là je vais quand même vous montrer dans le répertoire boot de quoi il s'agit, on va aller dedans. Voilà, donc on voit là par exemple un arbre hiérarchique avec tree, c'est une commande qui vous permet d'afficher l'arbre hiérarchique dans le répertoire. Donc boot, ça se présente comme ça. Donc, on voit qu'il y a des liaisons des répertoires qui ont d'autres répertoires. Donc vous voyez là le boot EFI sur lequel est monté mon système, sur lequel le système va vraiment booter. Voilà. Et ça c'est le schéma classique d'un BIOS UEFI, il va vouloir avoir ça. Voilà. Il va vouloir avoir ça. Notamment, c'est ça qui lui intéresse beaucoup. Voilà. Et après, dans ce répertoire boot, il y a aussi d'autres choses, comme par exemple, moi j'ai le bootloader Grub. Grub va venir ici chercher ce dont il a besoin. Le thème, les modules de langue, tous les autres modules aussi qui vont permettre de monter des systèmes de fichiers, etc. Ok. Voilà. Et puis les noyaux, le noyau, l'image mémoire, etc. Qui sont vraiment ça, c'est pour le coup c'est propre à Linux. Voilà. Ensuite donc /dev. Voilà, donc /dev, je les ai mis par ordre alphabétique. C'est l'emplacement d'accès direct pour les périphériques. Donc les périphériques c'est quoi? C'est-à-dire tout ce qui est matériel qui est monté sur votre ordinateur est un périphérique. C'est ce qui est en périphérie finalement quelque part du processeur, de la carte mère. Donc par exemple le contrôleur le contrôleur SATA c'est un périphérique du CPU sur la carte mère. Les composants qui sont sur la carte mère qui servent à faire l'audio, le son, c'est un périphérique aussi, je veux dire. Tout est périphérique. La notion de périphérie, c'est justement le cercle, c'est-à-dire c'est une notion concentrique où il y a quelque chose au centre et tout tourne autour. C'est une périphérie. Donc un périphérique, ça utilise la définition du mot exact, c'est-à-dire que c'est ce qui est connecté autour. Avec cette notion qu'on parle pas de logiciel, mais on parle de matériel. Alors maintenant, ce matériel, il faut quand même, quand vous faites un programme ou quand vous voulez interagir vous avec un matériel qui existe, vous pouvez pas mettre la langue sur la prise et puis il se passe quelque chose. Enfin, si vous faites ça, faut le filmer et le mettre sur YouTube. Je pense que vous allez intéresser pas mal de gens. Et donc, il va bien falloir une interface entre vous et la machine. Mais comment ça se passe? Si vous voulez, Linux tourne autour d'un noyau. Ce noyau communique avec le processeur. Et ce noyau aussi a des modules qui lui permet, ces modules sont des drivers en quelque sorte, sont une des parties, une des composantes du driver de matériel. Donc ces modules viennent se rajouter sur le noyau pour pouvoir communiquer avec le matériel. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent
un interfaçage avec la machine, de manière à ce que les données qui transitent vers les périphériques se retrouvent indexées sur l'arbre hiérarchique. Et où ça? Eh ben, dans /dev. Dans /dev et tout ce qui est en dessous, quoi, tous les enfants de /dev. Voilà la convention. Donc, dans ce répertoire /dev, il y aura fatalement des fichiers spéciaux qui sont tout le temps en train de changer d'état. Donc il faut pas et surtout pas les faut surtout pas les écrire là-dedans. Ce serait une très mauvaise idée. Donc comment ça se passe? On sort en dedans. Et on voit par exemple qu'il y a beaucoup de choses. Donc là très rapidement on peut voir par exemple que SDA, si je fais DF, on voit bien que SDA2 c'est ce qui est monté sur mon répertoire racine. Donc la convention d'arbre hiérarchique avec une racine root, l'état initial de l'arbre, c'est une convention. Ce ne sont pas des matériels physiques. Après vous allez pouvoir monter des périphériques sur cet arbre hiérarchique. Par exemple là, dev SDA2, donc si vous voulez le noyau, le noyau de montage de système de fichiers, a défini dev SDA comme étant un disque dur, et dev SDA2 étant comme une partition formatée. Donc un disque dur avec une table de partition, SDA, et qui a SDA2 et SDA1 qui sont des partitions formatées. Formatées comment? Formaté EXT4 pour dev SDA2 et VFAT pour dev SDA1. Et ces partitions formatées sont montées, donc ce sont des périphériques, ils sont pas montés mais ils sont branchés, sur /dev /sda /dev /sda1 /dev /sda2 /dev /sda3. Alors SDA3, je pense que c'est, vous voyez comme elle n'est pas déjà ici montée, c'est une partition vide, je pense. Voilà. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est ici, ce sont des périphériques qui sont montés. Alors ça peut être aussi des périphériques virtuels, par exemple des consoles virtuelles VCS ou tout simplement des consoles TTY, voilà. C'est pas forcément que du matériel. C'est du matériel, mais ça peut aussi être d'autres choses. Si vous voulez, c'est une sorte de concept qui permet d'avoir accès, un accès direct à ce qui a été interfacé, que ce soit derrière une machine physique ou pas. Voilà. C'est un mode d'interfaçage. Et donc à l'intérieur, il y a des fichiers qui sont spéciaux. Voilà, on voit bien ici le flag C. Ok. Ce sont des fichiers spéciaux. Alors des fois il y a des liens symboliques aussi. Alors ça c'est intrinsèque au fonctionnement de la distribution, okay, et au mécanisme choisi par les mainteneurs de la distribution. Ces choses-là que je souligne. Sinon le reste est classique et courant partout, dans tous les systèmes. Après bon les notations SDA, SDA1, SDA2, des fois c'est différent. Alors le S ça vient du fait que ça serait un périphérique de stockage SATA. Sinon ça serait pas un S devant. Bon, après voilà, les notations, tout ça c'est un petit peu vous, si vous voulez, il ne faut pas que vous cherchiez, comme vous faites de l'administration système, il ne faut pas que vous alliez chercher des noms, il faut que vous utilisiez les commandes adéquates. Et donc, pour utiliser les commandes adéquates, il faut déjà que vous ayez deux choses en tête, c'est comment est-ce que tout ça est organisé, comment est-ce que ça fonctionne, et quelles sont les commandes qui vont précisément aller chercher une information et qui vont vous donner une étiquette. Parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on lit là, ce sont des étiquettes. C'est arbitraire, on aurait pu mettre A, B, C, D, E, F. Bon. On a mis des étiquettes qui sont censées parler un peu plus aux gens, mais la réalité c'est qu'on s'en fout un petit peu de l'étiquetage. Ce qui compte, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne et quels sont les outils, donc les applications à utiliser et où les trouver pour pouvoir sortir les informations cohérentes qui vont nous permettre d'administrer le système,
voire de le débugger par moment. Voilà. Parce que, bon, par exemple, savoir faire chez Linux, c'est pas vraiment pour les débutants. Bon, maintenant, faut pas être une brute non plus. Je veux dire, si vous avez un peu logique et que vous êtes surtout organisé, vous allez rapidement, peut-être en 1 ou 2 mois, réussir à bien comprendre tout ça et à administrer un système Arch Linux, parce que c'est quand même, c'est un système KISS, quoi, Keep it stupid simple. Donc à la rigueur, c'est beaucoup plus simple que d'autres systèmes finalement. D'autres systèmes sont faits pour débutants, mais quand il y a un problème, ils sont bien plus compliqués finalement à administrer ou à débugger, donc ça sera beaucoup plus compliqué. Par exemple, Red Hat, je pense, c'est plus compliqué que Arch Linux, du fait de sa sécurité qui est beaucoup plus forte, mais c'est aussi plus compliqué, il me semble. Maintenant, Arch Linux, vous allez souvent devoir traficoter parce que c'est un système très versatile. L'avantage, c'est que donc il est très souvent mis à jour et vous avez le top du top, les dernières mises à jour de quasiment toutes les applications maintenues. En contrepartie, c'est rare que vous ne soyez pas à jour par rapport à d'autres distributions, ça peut arriver, mais c'est rare. En contrepartie, effectivement, c'est très versatile, c'est-à-dire que votre noyau, si vous n'êtes pas sur un noyau LTS, le noyau va changer fréquemment. Donc voilà. Donc chaque distribution a un petit peu sa organisation, sa philosophie, sa façon de faire. Vous, ce qui compte, c'est que vous compreniez déjà ce que c'est que Linux et comment les choses sont organisées de manière générale, et après vous rentrerez plus tard dans les détails en fonction de vos choix de distribution, qui seront des choix qui seront faits en fonction de vos intérêts, et puis de choses qui sont plus subjectives, qui sont plus personnelles, émotives, voilà. Donc pour revenir à ce tuto, voilà à quoi sert /dev /etc. Alors /etc, quand vous faites de l'administration, c'est un endroit où vous irez sûrement beaucoup pour pouvoir paramétrer des choses. Donc normalement, à la base, /etc, c'est un répertoire où il n'y a que des fichiers de configuration. Et initialement, c'était des fichiers de configuration qui ont attrait au fonctionnement du système. Maintenant, alors c'est encore le cas par exemple pour BSD. Dans ETC, pour BSD, il n'y a que des choses qui sont en rapport avec le fonctionnement du système. FreeBSD notamment. Voilà. Et eux, ils relèguent dans l'USR local ETC, USR/local/ETC, tout ce qui est annexe, c'est-à-dire d'autres applications qui viennent se greffer sur le système. Les fichiers de configuration seront là. Par contre, moi, dans mon système Swag Arch, ou Arch Linux sur mon ordinateur, tout est dans /etc. Donc c'est un concept légèrement différent qui explique que toutes les fichiers de configuration qui ont un rapport global le système sont là, c'est-à-dire une application qui vient de se greffer, sa configuration globale, générale, sera dans /etc. Après, pour chaque utilisateur, il y aura des fichiers de configuration dans le dossier de l'utilisateur, généralement dans .config. Mais pour certaines choses plus particulières comme la console, ça sera directement à la racine de répertoire utilisateur. Voilà. Donc /etc, il va y avoir tout ce qui est, pour Linux je parle, tout ce qui est des fichiers de configuration d'application ou de système global. Donc, on va aller voir dedans. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses, et il y a beaucoup de .conf, localgen, donc c'est pour tout ce qui est la langue. Voilà. Hostname, c'est pour le nom de la machine. Host, c'est pour les adresses IP, les références d'adresses IP. Si par exemple vous êtes en réseau local, plutôt que de taper toujours l'adresse en 92 ou 168. Je sais pas, 1, 2 ou 3, je sais pas dans quel sous-réseau vous êtes, quelque chose, une adresse, vous pouvez ici mettre un rapport dans /host entre votre adresse IP et le nom de votre machine. Donc après, quand vous allez faire dans une ligne commande rentrer une adresse, vous allez directement rentrer un nom humainement visible. Ok, par exemple. Donc ça se passe dans /host. Donc ce sont des configurations qui seront valables pour tous les utilisateurs. C'est global. Voilà. Après, chaque utilisateur pourra avoir ses configurations, mais pas ici. Ici, c'est pour tout ce qui est global. Ok, voilà. Donc, que dire de plus? Après, il y a des répertoires qui sont un petit peu particuliers dans ETC. Par exemple, c'est X11. C'est toujours de la configuration, mais là,
En l'occurrence, tout est rangé en fin de compte. C'est-à-dire que pour ce qui est de système D, ce sera dans système D. Pour ce qui est du serveur X, ce sera dans X11. Pour la Wi-Fi WPA supplicante pour l'accès Wi-Fi par mot de passe, etc. Pour le Network Manager, vous voyez, tout est rangé. Table, iproot, donc table pour les tables de firewalling, de pare-feu. iproot 2 pour les routes, etc. Edit CPIO pour pouvoir paramétrer le noyau. Donc GTK 2 ou 3 pour les affichages, pour le framework graphique, l'interprétation graphique. Donc voilà, Pulse pour l'audio. Donc vous voyez que tout est ici, les certificats. Oui, il y a aussi des clés de des certificats et des clés de chiffrage qui se retrouvent dans /etc qui ne sont pas des fichiers de configuration, donc c'est l'exception. Voilà. Donc cette convention, c'est quand même qu'il n'y ait que des fichiers de configuration. Ensuite, alors, moi j'ai dit que vous ne devriez pas aller, sauf si vous savez exactement ce que vous allez y faire. Vous irez certainement un jour. Mais quand vous saurez administrer un système et que vous voudrez configurer un serveur quelconque, notamment SSH probablement, pour la première utilisation, et probablement aussi pour configurer Xorg. Ce sera certainement vos premiers accès. Voilà, il y a le répertoire /home dans cette hiérarchie aussi, qui est le répertoire des utilisateurs. Donc c'est-à-dire que quand vous allez créer un utilisateur, c'est pas une obligation, hein, c'est un concept de base, vous pouvez demander qu'il le fasse automatiquement, un répertoire utilisateur qui devrait normalement se trouver dans /home. Donc si vous créez Toto, au moment où vous allez créer Toto, il va créer /home/Toto avec tout ce qui va bien dans /Toto pour avoir une configuration initiale minimale fonctionnelle. Vous pouvez aussi forcer les choses et le mettre ailleurs. Voilà. Bon. Là, bon, par principe, du tutoriel, on va aller dedans et je vais vous montrer, mais voilà, hein, j'ai donc un utilisateur, c'est Jérôme, et on voit bien que dans Home, il y a ce répertoire Jérôme. D'accord, ça arrête. Très bien, donc, ensuite, le répertoire /lib contient les librairies des applications du système. Ok, qu'est-ce qu'une librairie? Une librairie, c'est un fichier objet. Alors, un fichier objet, je sais pas si ça vous parle ce mot-là. Bon, fichier, ça doit vous parler maintenant. Objet, c'est-à-dire que quelque part, ce fichier devient un objet dans la mesure où, dans le concept, un autre fichier, une autre application va s'en servir. Plusieurs autres applications vont pouvoir s'en servir. Donc ça devient un objet usuel. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Admettons que vous mettiez à fabriquer un logiciel en C++, ou peu importe le langage en fin de compte, et que ce logiciel consiste à aller échanger des données avec une autre personne qui a le même logiciel à distance. À distance, pas par l'opération du Saint-Esprit, mais donc qui sont connectés par un réseau, que ce soit un réseau non filaire, donc radio, que ce soit un réseau filaire, peu importe. Alors, soit vous allez tout inventer de A à Z, soit vous allez vous servir de choses qui existent déjà pour la communication. Par exemple, si vous communiquez en passant par Internet, donc très certainement vous choisirez, très probablement vous choisirez un réseau TCP/IP si c'est des informations usuelles, ou UDP si c'est du streaming, par exemple, ou une autre norme de streaming un peu plus moderne, peu importe. Mais vous allez utiliser un protocole qui existe déjà. Plutôt que de refaire la roue et de perdre un temps fou à faire des choses moins bien que ce qu'elles ont déjà été faites par des milliers de personnes, il sera judicieux à ce moment-là d'utiliser ce qu'on appelle une librairie, c'est-à-dire une partie de logiciel, un logiciel qui lui déjà, fait ce que vous voulez faire, mieux que ce que vous allez faire vous, très certainement. Enfin, je ne veux pas vous diminuer, c'est pas le but, mais quand même le fait que le source soit ouvert, la source du code soit ouverte permet à
énormément de gens de faire profiter de leur savoir. Et puis si vous vous interrogez sur si je vais vous expliquer ce que c'est qu'une librairie, c'est que ça sera certainement fait mieux que ce que vous feriez vous. Donc vous allez utiliser un truc qui aura déjà été fait à ce sujet et qui sera capable de communiquer avec le langage de programmation que vous utilisez. Donc ce sera une librairie, ça s'appellera une librairie pour le protocole de communication que vous allez choisir pour votre application. Donc dans ce répertoire /libre, en théorie, il devrait n'y avoir que des librairies. Donc ça peut être des librairies compilées, donc toujours pareil, donc des binaires, des objets binaires, mais ça peut être aussi des librairies qui sont des fichiers sources de langage de script par exemple. Voilà. Donc en théorie, tout ce qui est en rapport avec le fonctionnement du système est dans /libre. Mais, encore une fois, nous on a vu que c'était relié ici sur ma distribution, par exemple, à USR, au répertoire USR lib, qui lui aussi ne contient donc que des librairies. Voilà. Donc des fichiers objets qui servent à des fonctions particulières et dont plusieurs applications peuvent avoir à se servir. Donc voilà où sont rangées un peu ces librairies. Donc pour certains langages comme C ou C++, les librairies que vous allez pouvoir ajouter à votre code avec l'entête include seront dans USR lib include. Voilà, par exemple. Donc tout ça, c'est des changements qui font que quand vous allez chercher quelque chose, vous saurez déjà à peu près où aller le chercher. Ce qui vous fera gagner un peu de temps, très certainement. Donc, Linux aussi, par moment, a des librairies qui s'appellent lib32 ou lib64. Là, on voit qu'il y a lib64, mais pareil, il renvoie à USR lib. Tout est simplifié là, ici, au maximum. Et donc, lib32, lib64. Pourquoi 32, pourquoi 64 comme vous en imaginez, c'est soit pour une architecture processeur 32 bits, soit pour une architecture processeur 64 bits. Voilà, tout simplement, j'ai envie de dire. Et donc il y a des librairies qui sont orientées 32 bits, des librairies qui sont orientées optimisées pour des processeurs 64 bits. Voilà, sachant que les 32 bits devraient fonctionner partout, les 64, c'est pas réciproque. Donc voilà la convention. Pour /media, alors média, ça n'est pas partout. Bon, en l'occurrence ici, j'ai pas de médias, le répertoire média. Okay. Mais média, en fin de compte, par convention, c'est un endroit qui contient les périphériques de stockage qui sont montés à chaud, à la volée. Clé USB, un disque dur connecté en externe, etc. quoi. Donc, même via Bluetooth, ça pourrait être connecté, branché dans à cet emplacement de la racine hiérarchique de fichiers. Alors dans beaucoup de distributions récentes, c'est fait de manière automatique. Il y a un process, que ce soit systemd ou AutoFS, qui permet via Fuse bien souvent de faire des montages automatiques de ce qui est détecté comme nouveau périphérique entrant, qui soit quand c'est un périphérique de stockage reconnu. Hop, il va le monter à un endroit et généralement c'est dans média, donc /media. Voilà. Donc, pas m'attarder. MNT, bah, c'est aussi un petit peu une façon. MNT, c'est l'ancêtre de média en fin de compte. MMT, c'est plutôt si vous allez vous-même décider de monter un répertoire externe de manière un peu plus, comment dire, un peu moins aléatoire. Vous allez dire, bah voilà, je veux à tout prix que dans /mnt/backup, par exemple, ce disque dur externe soit monté là, précisément. Et donc, vous allez vous-même créer le mécanisme de lien. Et donc au démarrage du système, ou à chaque fois que le disque sera reconnu avec son UUID, donc son ID unique, et bien cette UUID, ce disque-là, paf, il va être monté là et toujours là à cet endroit. Voilà. Donc, là c'est l'endroit idéal, /MNT, pour monter des choses comme ça. Donc il faut créer le répertoire, et puis après créer le mécanisme, etc. Donc ça sera certainement l'objet peut-être d'un petit tuto, parce que c'est pas très compliqué. Et voilà.
ça pourrait être aussi d'autres systèmes de fichiers montés avec bind par exemple. Enfin, voilà, donc dans slash mnt c'est un petit peu un endroit où sera monté des systèmes de stockage. Alors slash net aussi, alors il n'existe pas partout. Donc moi ici par exemple il n'y est pas. Mais slash net est relié un petit peu avec le concept de lien de système de fichiers de stockage, mais pas forcément en dur, c'est-à-dire pas du tout en dur même d'ailleurs. En principe, c'est par exemple quand vous êtes connecté à un réseau intranet ou internet, certains ordinateurs, par exemple, veulent partager des parties de leur disque, et donc ils vont créer un standard grâce à un standard un protocole qui va permettre aux autres de monter sur un serveur ces fichiers. Ça peut être Samba, NFS, LDAP, enfin pas LDAP, Samba, NFS ou autre, et FTP, SFTP, FTPS ou SSHFS, il y a plein de protocoles. Donc si vous voulez, à travers le réseau existant, donc à travers ce réseau intranet ou internet, il est possible de partager des parties de vos disques. Et donc, tout ce qui a un rapport avec ça devrait être monté dans /net. Vous pouvez vous le monter où vous voulez, je veux dire, bien évidemment, mais l'emplacement qui est prévu dans la norme pour ça, idéalement, c'est /net. Et dans certaines distributions, si vous installez AutoFS, probablement que si vous, sur le réseau, il reconnaît une liaison montable NFS ou Samba ou peu importe, si vous avez le client qui va bien et l'accès, automatiquement il va aller monter dans /net avec l'adresse IP correspondant au réseau monté, par exemple. Mais vous pouvez le faire aussi vous. Voilà. Donc net de network. Voilà, donc ça me semble assez clair. Dans le répertoire /opt, cette fois-ci, ça c'est l'endroit pour installer les logiciels à la main et les logiciels non maintenus par la distribution ou toute chose applicative que vous ne trouvez pas dans vos répertoires de paquets liés à la distribution Linux que vous utilisez. C'est-à-dire que quand vous utilisez une distribution Linux, vous avez un package manager qui utilise des répertoires distants. On appelle ça des miroirs parce qu'en fin de compte il y a plusieurs copies sur plusieurs serveurs dans le monde et tout ça est relié sur le réseau WAN, World Area Network. Et donc vos répertoires de paquets sont accessibles. Et donc tous ces paquets qui sont dans ce répertoire sont maintenus par des mainteneurs, des administrateurs de la distribution. C'est-à-dire ces applications ont été adaptées pour votre distribution, pour le fonctionnement de votre distribution. Donc, l'application en elle-même, vous pouvez trouver le code source et le monter sur beaucoup d'autres distributions, mais seulement dans les repos de vos distributions, vous allez trouver tout ce qui est maintenu, tout ce qui est compatible 100% avec vos distributions, en théorie, et c'est souvent le cas en pratique. Donc, puisque ça a été testé avant d'être mis là. Donc, si vous installez un logiciel qui n'est pas dans un de ces répertoires maintenus, l'emplacement idéal pour les installer, c'est /opt. Si vous-même vous créez un logiciel et qu'il n'est pas reconnu dans votre distribution, il faut l'installer. Il faut installer ces fichiers afférents dans /opt. Opt de option. C'est optionnel. C'est un endroit pour mettre des choses optionnelles. Par exemple, je vous donne un exemple. Admettons que j'installe Nginx qui est un serveur HTTP. Si je veux la version maintenue, j'aurai probablement pas la toute dernière version de Nginx. Donc je vais l'installer via mes dépôts. Ce sera pas dans /opt. Si je veux aller chercher la source de la dernière version parce qu'il y a quelque chose de particulier, un module particulier dont je veux me servir qui n'est pas dans la version de ma distribution, mais je vais télécharger les fichiers sources, et je vais les placer dans /opt et puis je vais installer ça dans /opt, dans les répertoires afférents de /opt, dans les répertoires descendants de /opt, et donc j'aurai mon paquet bien rangé à sa place. Et après je créerai mes variables, mes liens de variables, etc. pour que ça puisse être fonctionnel.
Voilà à quoi sert /hop. Donc c'est ça, vous allez trouver des choses qui sont des applications dans /hop qui sont pas de votre distribution initialement. Alors dans /proc, c'est le répertoire où le système communique, c'est-à-dire proc de processus. Donc quand une application, un démon, un service, démon, service, c'est la même chose. Hein. Un démon, c'est un protocole d'un service, c'est une petite application de service qui tourne avec un de ses threads. Donc quand un processus fonctionne, il est en rapport avec ce répertoire /proc. Ces processus, chacun ont un ID personnel. Hein, je veux dire, quand vous faites top, vous voyez à gauche PID, c'est le processus ID. Donc, chaque chose qui tourne en parallèle sur l'ordinateur a un numéro de process. Donc, chaque chose qui tourne sur l'ordinateur a un rapport avec ce qui est dans /proc aussi, de la même manière. D'accord ? Et on voit que dans /proc, il y a des numéros. Alors, essayez de visualiser bien ces numéros. Essayez de retenir un de ces numéros. Alors, 47, par exemple, 4792. Et bien, 4792, il n'y est pas. Il devrait y être. Ouais, ça se transforme aussi, les pits se transforment parce que c'est des treats qui sont des appels qui vont et qui viennent. Bon. Mauvais exemple. Bon, peu importe. Ici, dans /proc, il y a tout ce qui est en rapport. On voit par exemple 420, le nombre 420. On voyait le pit 420 qui était moins versatile. Quand même, voilà, 420 routes, qui est XOR. C'est pour ça qu'il n'est pas versatile, puisque XOR est toujours en fonctionnement. C'est la racine des processus de XOR. Donc ici se retrouvent tous les PID et tous les fichiers de communication de processus. Dans /proc. Donc encore un endroit VIP où je vous déconseille fortement d'aller, parce que si vous allez vous mettre si vous allez là-bas pour écrire des choses, c'est très certain, à 100%, que vous allez avoir des gros problèmes. Ça va bien se passer. Et puis vous allez interférer dans des choses qui probablement vont entraîner par effet de bord d'autres problèmes. Donc n'y allez pas, mais c'est bien de savoir à quoi ça sert. Donc aussi il y a le répertoire /root, qui est, alors il y a une faute de frappe, c'est la deuxième faute de frappe que je fais, qui est le répertoire personnel du super administrateur. Le nom est root. Donc le super administrateur, c'est vraiment l'administrateur suprême, c'est le dictateur de la machine, c'est celui qui a plein pouvoir d'administration du système. Il peut tout faire. Enfin, il est autorisé à tout faire. Ça ne veut pas dire qu'il est omniscient dans le sens où il sait tout. D'abord, root, c'est un peu comme le bon Dieu, c'est pas une personne. C'est un concept. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose d'humain, quoi. C'est quelque chose de conceptuel. Et vous, demain, vous allez pouvoir prendre les droits de route. Vous allez pouvoir devenir route par moment. Vous pouvez prendre l'identité de route pour pouvoir faire des choses que vous ne pourriez pas faire avec votre utilisateur courant. Donc, bien évidemment, qui dit pouvoir tout faire, dit aussi le meilleur comme le pire, c'est-à-dire qu'il peut aussi tout casser, quoi, de manière irrémédiable. Donc faites très attention, certaines choses vous serez obligé de passer par route pour le faire, que ce soit via la commande sudo ou directement su pour prendre l'identité de route complètement. À ce moment-là, je vous conseille de faire très attention. Si vous n'avez pas de doute, vous ferez des erreurs. Et si vous avez des doutes, vous ferez aussi des erreurs. Mais si vous avez un doute, par contre, permettez-vous le luxe et la sagesse d'aller vérifier, d'aller vous informer pour effacer un maximum de doutes que vous pourriez avoir. Et éventuellement, faites des tests pour savoir si la commande que vous utilisez, vous l'utilisez correctement. Je parle d'expérience parce que j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs dans mes pratiques. J'en fais certainement encore, je pense. Mais je suis plus vigilant. Voilà. Donc j'en fais quand même moins qu'avant. Et certaines erreurs peuvent être dramatiques. Voilà. Il y a le sur-répertoire. Alors dans le sur-répertoire route, c'est un peu, si vous voulez, je reviens pour finir sur ça, c'est un peu, si vous voulez, comme pour Home et votre utilisateur. Sauf que lui, route, comme c'est vraiment, c'est comme le bon Dieu,
il a un truc qui est à part. Lui, il mange pas à la même table, quoi. Lui, c'est slash root. Son répertoire utilisateur, c'est pas home root, c'est slash root. Voilà, c'est là que lui a ses fichiers de configuration, c'est slash root. Là, dans slash root, j'ai créé un fichier qui est pas du tout en rapport avec lui. Puisqu'on voit le nom d'utilisateur Jérôme. Vous êtes login. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai créé, ça a été créé automatiquement par la distribution. Je sais pas trop pourquoi. Peu importe. Donc dans slash root, il y a des fichiers de configuration qui sont propres à root. Lui, il a son répertoire. Ok. D'ailleurs, son idée, on va voir dans le fichier qui contient les utilisateurs, la config des utilisateurs. Donc, qui dit fichier config dit slash etc. Je vous en ai parlé. Donc, si vous avez intégré l'information, tout de suite, hop, ça fait tilt. Config global slash etc. Ok. Donc slash etc dans le fichier slash etc passwd, il y a la liste des configurations des utilisateurs. Et là, je viens vous montrer en fait que dans un petit grep de filtrage, dedans il y a une ligne qui s'appelle root, qui permet de configurer l'utilisateur root, et on voit que l'id de root, du GID et UID, user ID et group ID, c'est 0 et 0, c'est 0. Donc lui c'est le top niveau, plus le chiffre est bas, plus le niveau est top, quoi. Donc root, c'est, il n'y a pas mieux, enfin il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus omniscient sur votre machine, donc voilà. Et lui donc il se sert de quand root se log, quand vous loguez en tant que root, vous avez un accès à une console dont le langage est bash. Dans le langage de script et bash. Ok. Et son répertoire personnel c'est root. Donc si je fais la même chose avec Jérôme, vous allez voir que c'est différent. Moi je suis déjà à 1001, donc moi, oui, je peux pas faire grand chose, quoi, contrairement à root, quoi, c'est que dalle. Mon répertoire c'est homme Jérôme, j'ai quand même un accès aussi au bash. Bon, là c'est marqué bin bash, ça aurait pu être marqué usr bin bash. Comme bin, il y a un lien symbolique sur usr bin, c'est la même chose en fait, au final. Ok. Voilà. Ça, c'est expliqué ce que c'est que le répertoire root et ce que c'est que root. Alors run n'existe pas partout, il est spécifique à certaines distributions, ce n'est pas un standard FHS. Il sert à lister des fichiers de PID. Donc par exemple, sur une distribution comme Montergos, il y a un répertoire /run. Et dans ce répertoire /run, eux ils ont décidé de mettre tout, quand on ouvre un processus, ils créent un fichier .pid, dans ces fichiers .pid, ils mettent le PID. Ça semble logique en même temps. Et donc tous ces fichiers-là se retrouvent dans le répertoire /run. Voilà. N'y allez pas, c'est informatif. /sbin, c'est encore un répertoire de binaire à 10 statique, c'est-à-dire qui sont statiques. D'accord, qui sont voués à ne pas bouger, c'est-à-dire à ne pas évoluer. Voilà. C'est aussi un endroit VIP dans lequel il ne faut pas que vous alliez. Donc moi ici, en l'occurrence, il est lié n'importe quoi. En l'occurrence, moi il est lié aussi dans USRB, comme les autres. Donc voilà, dans le répertoire SRV, alors SRV c'est un peu particulier dans le sens où par convention, c'est là qu'on va mettre tout ce qui a un rapport avec les serveurs. Par exemple, vous voulez, tout à l'heure je vous avais parlé d'un exemple par analogie où vous voudriez un copain à vous sur une autre machine, il y a une partie du disque d'une autre machine qui est partagée en réseau via un protocole NFS ou Samba ou FTP, etc. Bon. Vous maintenant vous voulez faire la même chose, vous dites ah voilà, j'ai des fichiers qui sont intéressants que j'ai envie de partager avec le monde ou avec certaines parties qui sont connectées au réseau mondial, donc je vais créer un endroit où je vais monter cette partie de disque
qui est déjà monté ailleurs, évidemment, puisque vous en servez. Je vais donc créer un endroit partageable et puis je vais configurer un serveur avec un protocole spécifique protégé, par exemple, disons SFTP, ce serait une excellente idée pour partager des fichiers. Donc vous allez configurer votre serveur SFTP, quel que soit celui que vous choisissez, j'imagine que ce sera OpenSSH. Et donc vous allez monter une partie de ce disque quelque part. Ça sera où? Ben ça sera dans /srv. Donc /srv par exemple mon SFTP. Je vais créer un répertoire, un sous-répertoire de SRV qui s'appellera /srv mon SFTP. Et puis ce sera peut-être un chroot, c'est-à-dire un montage quand votre client va se connecter, pour lui ça va être le root quoi. Alors qu'en réalité c'est pas ça. Ça sera un chroot, un root virtuel dans lequel vous allez monter une partie d'un de vos disques et pour pouvoir être lu à distance de manière sécurisée par un autre utilisateur. Donc voilà à quoi ça sert /srv, c'est là qu'on met ce genre de choses. Voilà. SRV donc qui vient de serveur. Donc je pense qu'un jour vous allez y arriver à faire des choses là-dedans parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis ça sert à ça Linux, ça sert à travailler en réseau quoi, enfin à travailler ou à échanger en réseau quoi. Donc /i c'est un répertoire spécial en plus dédié à systemd. Donc systemd c'est ce qui après le grub loader, après le bootloader, après le chargeur de démarrage français, un système va démarrer. Quand un système démarre, eh bien, tous les systèmes, ils ont besoin de savoir comment faire tourner les services, quels services faire tourner, où amorcer les choses. Ils ont besoin, n'importe quel concept a besoin d'une organisation. Et cette organisation de base, dans beaucoup de distributions, est déléguée à systemd. Des fois, c'est init version 5. Ça peut être d'autres choses, il y en a d'autres aussi, il n'y a pas que cela. Mais de manière majoritaire, je pense maintenant, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est majoritaire maintenant, c'est systemd. Voilà, ou init 5. Et donc, pour systemd en tout cas, il va placer dans /6 des répertoires spéciaux qui va permettre de gérer, d'administrer des services. Voilà. C'est encore un lieu où vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à aller là-dedans, quoi. Tout simplement. Donc, systemd, par exemple, il va servir de ça, pour lancer ses processus. Il va servir de usr lib system et de etc systemd. Alors, le /tmp, c'est le répertoire dit temporaire, tmp de temporaire. Donc, dans beaucoup de distributions, pas dans toutes, ces données ne sont pas persistantes. C'est-à-dire que ce que vous écrivez sur un disque dur, en principe, c'est une sérialisation d'une mémoire faite pour être persistante. C'est-à-dire que rester après l'inspection de la machine, vous rallumez, bah, le fait d'enlever le courant, ça peut effacer les données, c'est persistant. Sauf que là, dans /tmp, par convention, très souvent, les fichiers qui se trouvent là vont être effacés. C'est temporaire. Ils sont là de manière temporaire. Et certains de manière très temporaire. Donc, vous pouvez très bien aller écrire dedans, c'est pas grave. Mais sachez que si vous voulez écrire dedans des choses que vous voulez garder, c'est une très mauvaise idée. Parce que ça, vous allez les perdre. Voilà. Maintenant, si c'est un endroit de transit, pour faire des transformations, wrapper des fichiers, transformer des fichiers, créer une interface d'encryption avec AnkFS, etc. C'est une bonne idée de passer par /tmp parce que de manière générale, si vous oubliez de les effacer, de toute façon au prochain robot seront effacés. Voilà. Donc /usr, c'est le répertoire où sera mis les applications qui ne sont pas liées au fonctionnement du système en théorie. C'est-à-dire les applications annexes. Celles qui ne sont pas dépendantes normalement, par convention, qui ne sont pas dépendantes du bon fonctionnement du système. Voilà. Donc par exemple tout ce qui est en rapport avec les applications que les utilisateurs vont se servir annexes au fonctionnement de base du système. Mais qui seront quand même supportés par le gestionnaire de paquets de votre distribution. Sinon ça serait dans opt. Voilà. Donc
il faut vous imaginer que dans slash USR, dans le concept c'est ça, c'est qu'il y a toutes les choses qui ne sont pas, en théorie, après ça dépend des distributions, toutes les choses qui ne sont pas liées au fonctionnement direct du système, en théorie. Dans Arch, c'est pas le cas. Et si vous allez à la racine de Arch, quelque part, c'est un peu comme si vous alliez à la racine de LS, voilà ce qui se passe, si vous allez à la racine de USR, voilà le contenu. Donc ça pourrait être, on pourrait le comparer et dire, ah bah tiens, il y a un bin dans les deux. Ah bah, il y a un boot que dans slash, il n'y a pas un boot dans slash USR. Voilà, c'est normal. Il y a un dev dans slash, mais pas dans slash USR, c'est normal. Il n'y a pas de home. Par contre, il y a des libs. Il y a un local qui n'y a pas là. Voilà. Il y a un sbin, tiens. Il y a un share qui n'y a pas là. Et il y a un src qui n'y a pas là. Mais il y a quand même des répertoires communs comme bin et lib. Vous voyez? Ou sbin. Voilà. Donc, quelque part, ici, va être rangé. La src, ce sera des sources. Share sera des choses partagées. Local, ça sera des choses des logiciels mis en local. Lib, les librairies. Include, ce sera des librairies d'include pour le logiciel, pour le programme C ou C++ par exemple. Pour des langages compilés en fait, on va dire. Voilà. Dans slash USR, c'est ça. Donc c'est pas la peine d'y aller non plus. Normalement, quand vous utilisez les commandes normalement, les choses se font bien. Et puis aller traficoter ces choses-là, c'est pas une bonne idée. Plutôt que de déplacer des répertoires qui existent ici, le mieux c'est de créer des liens symboliques si vous avez des choses à utiliser par ailleurs. Créer un lien symbolique, puis là. Slash var, ça va contenir des fichiers de variables, c'est-à-dire variables qui tend à varier pour stocker des choses qui sont informatives. Que ce soit informatif, pour l'application elle-même en interne, que ce soit informatif, encore une faute de frappe, torue, je trouve, bon, c'est pas grave, j'espère que vous n'en avez pas. Alors, informatif pour le logiciel ou informatif pour vous en tant qu'utilisateur. Par exemple, si quelque chose ne fonctionne pas bien, on va aller dans slash var. On va dire le contenu. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas bien, si l'application est bien faite, elle va fournir un log. Et là, j'ai mis une adresse absolue, alors que c'est une adresse relative qu'il faut, c'est normal. Voilà. Donc, les logiciels qui tournent fournissent des logs. S'il y a quelque chose qui se passe pas bien, normalement, si le logiciel est pas mal et qu'il est en version debug, certaines fois il faut le lancer en version debug, et bien dans le log vous devriez voir marqué ce qui ne va pas, et si c'est bien fait, vous allez avoir aussi un numéro de ligne avec un nom de fichier, de là où part l'erreur, initialement. C'est rarement comme ça, généralement c'est des informations un peu conceptuelles, il va falloir faire une enquête, interroger des gens, un peu comme un flic quoi, c'est un peu pénible, mais normalement quand les choses sont très bien faites, dans un fichier log, vous avez un maximum d'informations pour pouvoir vous-même déboguer et comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une erreur. Voilà, donc ça par exemple c'est une variable informative pour l'utilisateur. Maintenant il y a d'autres variables informatives pour les logiciels, par exemple quand vous imprimez une page, il va envoyer temporairement des données dans un spool. Pareil quand il y a des transits de mail par votre serveur mail, etc., etc. Quand quelque chose est utilisé et doit être loqué, il faut bien qu'il y ait une information à un moment donné qui vous dit si à l'attention tu t'en sers pas, parce que moi je m'en sers, je suis prioritaire. Donc ça se retrouvera dans varloc par exemple, etc., etc. Pour le librairie aussi, il y a des échanges de données, de variables qui sont un peu plus persistantes que ce qu'elles seraient si elles étaient dans la mémoire vive, on va dire, et qui se retrouveront dans les logs. Il faut bien savoir que tout ce qui est écrit sur le disque, en général, c'est censé être persistant, sauf dans le swap. Voilà. Pareil pour certains échanges de bases de données, pour de la mémoire cache, ça c'est un peu moins persistant, et TMP, donc aussi c'est un peu moins persistant. Voilà. Mais donc dans slash var, il y a ces choses-là, vous irez probablement, souvent, pour aller pêcher de l'information, et non pas pour en donner. Je vous déconseille d'écrire dans ce genre de répertoire, mais par contre je vous conseille fortement d'aller souvent y lire. C'est informatif, et puis même culturellement, sur certaines choses, ça peut être marrant. Voilà. Voilà, donc
ça clôt ce tutoriel qui sûrement a été un peu pénible sur l'organisation des fichiers pour Linux Unix. Je vous souhaite de passer une bonne journée, j'espère que tout a été lisible, que j'ai été compréhensible et pas trop prise de tête. Et puis si vous avez des critiques, j'espère constructives, si pour insulter, faites-le si ça vous fait du bien, mais moi j'en tiendrai pas compte. Et je effacerai les commentaires désobligeants aussi par respect pour les autres qui viendront lire. Et si vous avez des critiques constructives, faites-les, n'hésitez pas à les faire. Moi je prends le parti de recevoir positivement toute critique constructive qui pourra me faire évoluer et donc vous plaire aussi à vous en tant que lecteur. Voilà. Merci, bonne journée.